En coupe, nous voyons le dedans, mais aussi souvent le dehors, et encore la nature, l'épaisseur, la stratification de la frontière qui les dissocie et qui les relie. Dedans et dehors, ils sont interdépendants, limites et ouvertures s'y confrontent. Dans l'espace moderne, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mise au point du module or, l'homme habite la coupe. Il donne ses dimensions, son échelle, mais surtout, du dedans abrité, il tend vers une quête plus vaste, plus lointaine, plus haute. Si parfois il est enclos, la lumière l'aspire dans une capture de ciel. Parce qu'elle coupe le ciel, la coupe dessine la figure des expériences spatiales dans leur dimension cosmique, sacrée. Elle figure le passage, la protection, l'émancipation. Parce qu'elle coupe la terre, elle figure l'inscription. Elle établit et montre la façon dont l'intérieur est ancré, creusé ou extrudé. Le passage de caravane en hommage à Walter Benjamin que nous voyons juste avant à Port-Boo et le reflet du ciel ici dans un puits à degrés du nord de l'Inde illustrent ce sentiment archaïque que quelque chose d'essentiel se joue dans la coupe. Et peut-être dans sa capacité à donner forme à tout type de passage. Donc cette invitation fait suite à ma thèse « Voir en coupe », soutenue en 2020. J'y avais tenté de dresser une épistémologie de la coupe et de comprendre son usage pour concevoir l'espace. Les résultats proposaient un repérage des espaces pensés en coupe. Ce repère installe l'homme entre terre et ciel, entre intériorité et infini, entre ouverture et tension, ancrage et mise en mouvement de l'espace de la modernité. L'intériorité au sens moderne, c'est l'espace, le vide. Le ciel et la lumière y sont des ressources, non pas seulement exploitées à des fins hygiénistes, mais existentialistes. Elles sont un potentiel de solitude, de ressources intimes, dans un monde exigeant, peuplé et global. Ces ressources y font silence. Comme dans cet autre mémorial, celui de la résistance d'Aldo Rossi. L'espace moderne contenu ou intérieur, autonome, pensé en profil, relève d'une découpe des pleins et des vides au service du vide. Le vide va s'étendre, s'expandre, franchir, serpenter. Il va alors rejoindre le dehors, le paysage ou le ciel, mais pas sans les avoir gagnés. C'est justement parce que tout voir, c'est ne rien voir, selon l'aphorisme corbuséen, que l'ouverture suppose de l'intériorité. Henri Siriani le dit dans cette phrase percutante qui dit beaucoup de l'intériorité. La qualité d'un espace, c'est celle de se soustraire à l'extérieur, de savoir fermer pour mieux ouvrir. De cet espace, l'architecte dessine les conditions, la forme, le scénario qui feront qu'une émotion ait lieu. Il commence par un dessin ouvert, un dessin qui suggère une première intériorité, par une ligne, par une masse, mais qui assume plus de lacunes et de doutes que de données ou de réponses. Dans cette simulation spatiale qui va s'auto-amender, se préciser, se développer, les phénomènes se succèdent et sont lisibles dans une progression chronologique du déplacement. Peu à peu, ce dessin EIN et IN, l'architecte y établit les seuils, les passages, les relations, les espacements. La coupe est une analogie de l'expérience spatiale. Je citerai Georges Adamczyk, qui l'avait établi dès 1989 dans un numéro de la revue Da. Le dessin en coupe montre ce que contient le déploiement de la matière, c'est-à-dire l'intériorité de l'édifice, son habitabilité, le vide, celui qu'on peut occuper. Il est clair que la coupe donne accès à l'appréciation de la spatialité. On peut même s'aventurer ici à avancer que la coupe puisse représenter la proposition d'une expérience spatiale pour un projet particulier. En fait,
Seule la coupe montre le vide. Tout projet ne commence peut-être pas par une coupe, mais toute intériorité, tout récit intérieur, tout vide intérieur, me semble bien venir d'un tracé de profil. Parce qu'elle part de l'ancrage dans le sol, tout en s'adressant à tout le reste, la coupe permet d'établir à la fois les conditions de spatialité et de solidité du projet, mais aussi d'instabilité et de mouvement dans l'espace. J'évoque fréquemment une crise de la coupe face au logiciel de modélisation renseigné. Aujourd'hui, j'évoquerai aussi la crise du sol, de la ligne du sol, le support de l'intériorité de l'espace dans la pente, qui devient le lieu du risque, d'où par l'eau rentre, d'où la sécheresse fissure. Cette ligne que l'on croyait stable et qui devient instable. La coupe situe l'intériorité entre terre et ciel. Elle fait du projet architectural une création topographique. Elle est dès lors le support de l'expression de tensions horizontales, verticales ou obliques. Ces tensions sont multiples et probablement infinies. Mais il est possible de les situer et de les comparer pour mieux les comprendre dans leurs enjeux respectifs ou communs. Ce repère est destiné à situer dans un plan qui n'est autre que celui de la coupe. Toutes les coupes. L'axe vertical est celui qui positionne l'homme au cœur d'un rapport dialectique entre terre et ciel. Cette verticalité convoque la notion de gravité qui comprime ou dilate et dès lors affranchit l'homme. L'axe horizontal est celui de la profondeur qui s'étire de l'intériorité à l'infini, qui fixe et met en mouvement. La coupe est une traversée. Cette traversée parcourt le temps, comme une ligne des temps ou comme un récit écrit, de gauche à droite. Comme le montre particulièrement bien cette section perpendiculaire d'un souterrain de la maison gothique de Lequeux, qui, tout en composant le tableau d'un univers imaginaire, fantastique, raconte le récit du roman de Sétos. Ce voyage initiatique traverse les rituels de la franc-maçonnerie, qui sera aussi le support du livret d'Emmanuel Schikaneder pour la flûte enchantée de Mozart. 3 pièces dédiées à 3 éléments naturels, le feu, l'air, l'eau, que l'aspirant doit vaincre et se succèdent. La référence au roman de Sétos est explicite dans les notes de Lequeux, écrites à l'encre noire dans la partie inférieure de sa planche. Au-dessus de la porte des Intrépides, on peint en lettres de feu cette inscription: « Celui qui fera cette route seul et sans regarder derrière lui sera purifié par le feu, par l'eau et par l'air. Et s'il peut vaincre la frayeur de la mort, il s'en sortira au sein de la terre, il reverra la lumière. » Cette coupe est une succession d'intérieurs, une traversée, une quête. On y voit l'espace atmosphérique aussi bien que l'espace-mouvement tel que défini par Amaldi. Les contrastes et les seuils lui donnent des propriétés presque modernes, et la topographie est peut-être un peu piranhésienne. Sans aucun lien, bien sûr, elle a aussi quelque chose des jeux vidéo, des passages des niveaux ou de l'alinéa qu'on voyait tout à l'heure. On y tombe, on y est enterré, puis soulevé, aspiré. Il reste néanmoins une parfaite transparence, une profondeur dans un niveau de référence qui partage les mondes de la Terre et ceux de l'élévation. Elle traverse tout le récit et permet d'avancer vers une issue, de s'assurer qu'on est dans le bon sens de cette quête limbiratique de soi. La coupe vient de coup. Le coup portait si fort qu'il crée une ouverture par son impact. C'est l'ouverture de l'intérieur, consécutive à un accident, de façon totalement analogue à cette œuvre de Gordon Matta Clark, ou à ce dessin de vestiges romains attribué à Bramante. Dans le cas de Matta Clark, la coupe est volontaire, elle est découpe, elle est une fenêtre du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans, de la ville jusqu'à la structure du plancher.
Dans le cas du dessin de Bramante, les ruines romaines se présentent à lui comme des écorchés, tangibles, dans un effondrement partiel. Ici, la coupe n'est pas volontaire, mais l'œuvre de l'érosion du temps. La ruine est une ouverture, elle est coupe. Selon l'hypothèse de Guilherme Vérin, c'est grâce à la ruine antique que la représentation partielle de l'édifice ouvert contre son élévation est justement appelée spaccato, littéralement écorché. Cette représentation très répandue à la Renaissance est normalisée et décrite précisément par Raphaël et particulièrement adoptée par Serlio et Palladio. Les planches de leurs traités, qui contiennent des coupes-élévations, vont s'appuyer sur cette ligne intentionnellement bosselée de l'écorché en la situant à l'axe de symétrie de la planche et de l'édifice. Elle produit ainsi un rapprochement entre l'élévation intérieure et l'élévation extérieure, et cette ligne de coupe devient un miroir dans lequel l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Il est à noter plus globalement que le propre de la ruine est de témoigner de ce qui résiste. La ruine, parce qu'elle est ouverte et parce qu'elle conserve des parties d'édifices plus que d'autres, apporte une compréhension de l'architecture, de ce qui, dans la construction, a permis de tenir, de résister. Le vestige antique est ici plus qu'un modèle, il est un avatar analytique de lui-même, il est une sorte d'auto-interprétation structurelle de l'édifice qu'il était. Une certaine parenté entre le dessin anatomique et la coupe architecturale fait de la dissection, la section, la coupe, un outil de compréhension, d'analyse, des fonctionnements, des relations d'un espace intérieur. Il renferme aussi une vérité secrète. Si la question de la représentation n'est pas neuve, la question de la visualisation, elle, est liée aux lumières, au besoin de matérialiser l'invisible, aussi bien dans l'art que dans les sciences. L'observation, l'analyse et le diagnostic de l'intériorité du corps humain, post-mortem, révèlent alors le paroxysme d'une structure complexe et performante. Marco Frascari, dans The Driving Knife and Pen, le scalpel et le crayon, nous donne la clé d'une compréhension de la section comme modalité qui non seulement ouvre, mais qui en outre donne une vision construite, intellectuelle et savante de l'espace intérieur. La compréhension de l'imagerie médicale, une façon de rendre visible l'invisible, peut fournir une meilleure compréhension du rôle des présentations architecturales, car s'il s'agit de la façon dont l'architecte, comme acteur, rend visible ce qui est visible dans le monde construit. La coupe est dès lors une abstraction de l'espace intérieur. Le visible et l'invisible cessent de s'exclure l'un l'autre. L'intériorité devient un univers complexe, animé, piranésien. Dès lors, l'intériorité est infinie. C'est ce que Tafuri, dans Projet et Utopie, dit de l'espace piranésien, dont le désordre désintègre le centre, produisant une intériorité infinie. Les naturalistes et anatomistes qui ont ainsi ouvert la voie dans la discipline architecturale, ou du moins y ont participé, à une primauté de la pensée, du logos comme construction spatiale. L'espace n'est plus simplement physique et matériel, il est relation, fonctionnement, et ces relations peuvent être infinies tout en étant contenues dans de l'intériorité. Cet infini intérieur, ces liens invisibles vont conduire peu à peu à envisager l'espace et sa représentation comme une abstraction, une construction impossible. C'est aussi ce que produit le gigantisme de l'espace des utopies de Boulez. L'homme est confronté à l'infini, et cette condition l'oblige. Il écrit « De quelque côté que les regards se portent, ainsi que dans la nature, on n'aperçoit qu'une surface continue, qui n'offre ni commencement ni fin. Et plus on la parcourt,
plus elle s'agrandit. Cette forme est telle, par sa courbure, que le spectateur ne peut s'approcher de ce qu'il envisage. Il est obligé, comme par 100 force majeure, de se tenir à la place qui lui est assignée et qui, occupant le centre, le tient dans un éloignement. Boulez produit par la coupe une représentation utopique d'un univers infini, pensé dans ses qualités de nuance, d'ombre et de clarté. Dédiées au génie de Newton, elles sont la représentation de la conception newtonienne du cosmos, telle que Boulez tente d'en faire la description dans le texte qui l'accompagne. C'est un paysage intérieur. C'est une architecture du cosmos qui servira au XVIIIe siècle à la diffusion d'une vision moderne de l'univers. L'intériorité est ici un rapport relatif entre l'homme et le cosmos. Les liens entre scénographie, perspective, coupe et coupe-perspective ont fait l'objet de nombreuses explorations. Celle qui nous intéresse notamment est celle de l'historien Wolfgang Glotz, qui voit la coupe comme une dérivation de la perspective intérieure. Selon l'hypothèse de Glotz, la coupe serait issue de la perspective picturale à travers un processus d'orthogonalisation du dessin qui voit disparaître progressivement les surfaces fuyantes, sol, plafond, parois. La vision en coupe aurait une structure héritée des grandes scènes picturales d'intérieur d'avant la Renaissance, comme ces annonciations où l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, offrant ainsi un passage au Saint-Esprit. La représentation du Saint-Esprit, tel un passe-muraille, rend nécessaire une vision impossible, mêlant dedans et dehors. Elle mêle l'intérieur, le socle, le toit, le ciel. On voit dedans et dehors, depuis dehors. Dans le dessin de Lorenzetti, l'histoire de Saint-Nicolas, que vous voyez à droite, qui date du XIIIe siècle, nous lisons les étapes de l'histoire dans une trame de casier constituée par différentes pièces, sans façade. La coupe n'existe pas, puisqu'elle n'est pas établie, et elle le sera notamment par Bramante et Raphaël. Au Moyen-Âge, le dessin architectural est secret maçonnique. Dans le Codex de Villard de Honnecourt, un dessin montre également, de façon très révélatrice, le manque que constitue l'absence de coupe. Et par conséquent, ce que la coupe fait. Ici, en particulier, elle décrit le mur, dans le but de confronter l'intérieur et l'extérieur. Alors, comme la coupe n'est pas établie, comment le fait-elle? Elle associe l'élévation intérieure et l'élévation extérieure dans deux dessins juxtaposés à la même échelle. Le secret de la coupe, c'est tout un champ de choses qui ne se voient pas. Les connexions intérieures-extérieures, la nature de la frontière entre les deux, les différentes fonctions de la façade, et bien sûr, porter, éclairer, protéger. Parfois, quand ces conditions, éclairer, porter, protéger, couvrir, sont associées dans une coupe où elles sont transcendées par l'intériorité et la verticalité, l'espace devient cosmique et même sacré. Maldinet explique, dans L'espace et le sacré, comment la coupole de Sainte-Sophie est représentative ici d'elle-même, mais aussi d'autres coupoles, est une convergence et à la fois une confrontation de la verticalité et de la lumière. Ce sont deux forces qui s'opposent. Le rythme ascensionnel, en qui tout l'espace converge à la coupole, comporte en lui-même sa réciprocité. Les vides ménagés entre les colonnes au bas des murs latéraux, niant la pesanteur, nous font d'abord perdre pied. Mais en réalité, le vide culmine à la coupole, tandis qu'avec la lumière qui en procède, l'espace a dans sa coupole son extase et son origine. L'univers pré-galiléen est représenté comme une sphère, dont la face concave est le monde terrestre et la face convexe est le monde céleste. La figuration du cosmos est la coupe d'une coupole. La voûte céleste, aperta et coperta, devient l'enjeu majeur de la coupe. Comment fabriquer une sphère aussi cosmique et immuable que celle du Panthéon? Et comment en percer néanmoins le sommet?
Que ce soit la voûte de Saint-Pierre de Rome de Da Sangallo ou Santa Maria dei Fiori de Brunelleschi, les étapes préalables à la mise au point du galbe, de l'assise, du cerclage et de la constitution de ces dômes font état de beaucoup de dessins. Brunelleschi. Mais la quête de sacré est aussi un enjeu majeur de la modernité et de certaines coupes d'intériorité moderne. Ici, Louis Kahn soulève la voûte céleste de la synagogue d'Urva par une faille écartée vers sa périphérie grâce au recourbement des parois verticales. D'intériorité, l'intérieur moderne devient espace au XXe siècle. La coupe devient la description du vide. Un des rôles de la coupe devient dès lors aussi d'établir la forme de l'espace par la façon dont elle l'inscrit dans son environnement. Elle coupe le sol et le ciel en situant le vide créé par l'espace du projet. Chez Campo Baeza, chez qui l'espace intérieur est pensé dans son ancrage au sol, et notamment à l'aide de schèmes de coupe, le rapport au sol est théorisé ainsi, comme un intérieur stéréotomique qui appartient au sol, ou tectonique qui s'en élève et appartient au ciel. L'intérieur appartient soit au sol, soit au ciel de la coupe. En sortant du sol, l'intérieur s'ouvre au monde, comme le dit encore Maldinet. Être debout dans le voisinage des choses, c'est s'exposer à tout l'espace. La terre et le ciel ne sont pas seulement des éléments polaires, mais des espaces rayonnants qui détermine l'angle d'ouverture au monde à l'horizon de notre existence concrète. J'en viens dès lors à la question qui me semble se poser aujourd'hui. Le rôle de la coupe dans la pensée du climat et de l'intériorité dans son rapport à son ancrage dans le site. Le projet d'Hudson à Majorque illustre comment l'intériorité épouse la ligne sol-ciel. Ici, le projet est une épaisseur, toujours à la lisière du tectonique et du stéréotomique. Comme si le projet était une ligne de pente épaisse. Nous sommes là au cœur de ce que Kenneth Frampton a défini comme le régionalisme critique. Rapidement, regardons comment la coupe aide à concevoir avec le climat. Cela n'a rien de nouveau, il s'agit ici de la coupe de la Tube House de Charles Correa de 1962. La coupe permet de penser la ventilation naturelle intérieure et la bonne façon de conserver chaleur ou fraîcheur. Point par point, elle résout toutes les questions qui relèvent de ce que Kenneth Frampton définit comme régional. La topographie, le contexte, le climat, la lumière, la tectonique se dessinent en profil. Je veux donc proposer la coupe comme une approche low-tech de la conception architecturale. Si les logiciels de BIM et plus généralement de modélisation semblent a priori très intuitifs pour générer des intérieurs équipés et confortables, ils ne figurent ni la terre ni le ciel. Ils ont la même carence que peut avoir l'axonométrie. Ils décrivent des volumes, pas l'expérience spatiale. Ils ne montrent pas dès lors notre rapport au sol, au sens large, à comprendre en termes d'ancrage, d'emprise, de fondation, de remblai des blés, mais aussi en termes de ressources dont la richesse s'assèche et de lieux de vie, d'une faune et d'une flore. Le rapport de nos propres intérieurs à cette fragile complexité. Le sol devient de moins en moins cultivable et de moins en moins constructible. La coupe est-elle une solution pour l'envisager comme une présence et non comme une abstraction, comme une simple ligne ? Elle permet d'évaluer les altimétries des crues. Elle donne les altimétries par rapport au niveau de la mer, qui est toujours là, en référence et en origine de toutes les coupes. Pour finir sur cette hypothèse et en guise de conclusion et d'application, je voudrais partager avec vous quelques petites coupes d'étudiants de fin de licence. Ici, une coupe transecte, coupe paysagère enseignée, qui permet de retracer le récit d'une traversée paysagère, ses altimétries, ses distances, ses nœuds et ses détails. Ici, juste un petit schème d'intention qui assume les fluctuations des crues d'une rivière. Ici, finalement, une coupe perspective de l'intérieur d'une bibliothèque, produite par l'étudiant au regard des risques, de la géographie
et du climat. En conclusion, l'intériorité est relative. On est toujours à l'intérieur de quelque chose et à l'extérieur d'autre chose. La coupe est une vision globale des dehors et des dedans. Après nous avoir permis de penser le sacré dans l'intériorité, puis l'affranchissement de l'homme dans l'espace, peut-elle aujourd'hui nous servir à retrouver un rapport équilibré avec la nature, la terre et la mer, et penser notre habité dans l'environnement. Merci.